Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Dans le cadre de notre deuxième journée conférence le 10 février 2024 sur le thème des soins d'accompagnement aux malades, Supreniro a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Christian Tivinira, responsable des soins palliatifs au pays des Mille Collines, en Afrique de l'Est, le Rwanda. Pour beaucoup d'entre nous, le Rwanda évoque un événement qui a profondément touché nos âmes et nos cœurs. C'était il y a 30 ans, l'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 a déclenché le génocide des Tutsis par les Hutus. En parallèle, la population africaine était confrontée à une épidémie sans traitement, le sida. C'est dans ce contexte que les soins palliatifs ont émergé au Rwanda. Le docteur Christian Tizimira, fondateur et directeur exécutif du Centre africain de recherche sur la fin de vie, agit dans le respect de la culture Ubuntu pour rétablir l'humanité, soulager les malades et apaiser les familles. Aujourd'hui, le docteur Tizimira nous présente un concept qu'il a développé, appelé le concept papillon, qui incarne une synergie entre l'autonomie du patient et la responsabilité communautaire. Bonjour, docteur Christian Tizimira. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour Isabelle. Bonjour Nous avons Isabelle, merci pour l'invitation et c'est un plaisir. partagé. Nous avons été captivés par votre approche de l'accompagnement des patients et de leurs familles, en particulier par l'importance que vous accordez à la compassion, à l'humanité, à l'harmonie et à la réconciliation. Qu'est-ce qui a suscité en vous le désir de travailler dans le domaine des soins palliatifs? Merci beaucoup Isabelle pour l'invitation et c'est un grand plaisir de pouvoir partager un peu l'expérience du Rwanda. Merci pour la question. Je commencerai par parler un peu d'où je viens et ce que je fais pour essayer de bien comprendre un peu cette question. euh, et de pouvoir un peu partager tout au long de cette présentation, mais aussi tout en répondant à votre question, de pouvoir un peu comprendre l'environnement, la façon dont nous travaillons et ce que pour nous, est une priorité dans les soins palliatifs et ce qui, moi, m'a amené personnellement à entrer dans les soins palliatifs en tant que médecin, mais aussi ce que j'ai compris à travers les expériences de patients, de familles et aussi des collègues, mais aussi à travers aussi cet aspect socio-culturel que des fois nous, en tant que médecins, je peux dire dans ce sens, un peu nous négligeons et nous ne mettons pas en avant assez suffisamment parce que souvent nous mettons la science et nous disons souvent que la science et la culture ne pas être en harmonie. Mais dans les soins palliatifs, nous avons compris un peu au-delà de cet aspect culturel et social que la médicalisation ne suffisait pas, n'était pas complète s'il n'y avait pas cet aspect identitaire, mais aussi cet aspect culturel. Donc, tout en répondant à votre question, premièrement, j'aimerais m'introduire. Je m'appelle Dr Christian. Vous l'avez fait, merci beaucoup. Je suis le fondateur et le directeur exécutif du Centre africain de recherche sur la fin de vie, qui est une organisation sans but lucratif et qui travaille au Rwanda et qui a pour but vraiment de pouvoir élever notre niveau de recherche sur la fin de vie au Rwanda, mais surtout aussi en Afrique, parce que nous sommes venus juste avec deux grandes questions que nous allons tout au long de notre parcours professionnel essayer de répondre un peu. Comment les Africains meurent et comment les Africains souhaiteraient mourir. C'est deux grandes questions, mais nous espérons, avec une collaboration de nos collègues africains, de pouvoir répondre à cette question selon les cultures, selon les réalités, mais aussi en amenant aussi cet espoir vis-à-vis des soins palliatifs qui est pour nous une discipline non pas simplement médicale, mais c'est aussi une discipline d'espoir, d'humanité et d'Ubuntu. Je commencerai par présenter un peu
donc d'où je viens, donc les pays des mille collines. Pourquoi d'abord les soins palliatifs et pourquoi les Rwandais? D'abord, le Rwanda est parmi les plus petits pays au niveau de l'Afrique, mais ce n'est pas une petite nation qui est localisée au niveau de l'Afrique centrale et dans une région qu'on appelle la région des Grands Lacs, avec presque 13 millions d'habitants. 50% de la population rwandaise a moins de 20 ans. Donc, c'est un pays très jeune mais aussi avec une grande densité, presque 500 habitants au kilomètre carré. À part que les pays soient enclavés, mais la majorité de notre exportation, c'est souvent au niveau de l'agriculture. Euh, 30 ans après les génocides perpétués contre les Tutsis, le Rwanda s'est reconstruit avec au niveau sur tous les plans, politique, social, économique, éducationnel, médical. Et c'est pendant les génocides, pendant les 3 mois, euh, 1 million de personnes ont perdu la vie en moins de 100 jours. Mais, euh, mais je suis convaincu euh, que le concept de soins palliatifs dans cette euh, perspective de pouvoir reconstruire aussi les pays, que le concept de soins palliatifs pourra aussi contribuer à ramener l'essence de l'humanité perdue pendant le génocide, parce que c'est pas simplement 1 million de personnes qui ont disparu, qui sont morts pendant les génocides perpétrés contre les Tutsis, mais c'est aussi une perte d'humanité. On a vu l'être humain dans toute sa bestialité, et je pense et je suis fortement convaincu que le concept de soins palliatifs permettra de retrouver un peu ce sens d'humanité, contribuera aussi à retrouver ce sens d'humanité perdu pendant les génocides. Pourquoi? Parce que pour moi, les soins palliatifs, ce n'est pas uniquement l'effet de prescrire des médicaments, ce n'est pas l'effet un peu d'amener uniquement la médicalisation, mais c'est surtout les concepts de la dignité, les concepts de l'humanité et aussi les concepts d'Ubuntu. Euh, le pays s'est reconstruit aussi dans différents aspects, comme je l'ai dit, économiques, social, culturel, politique. Euh, mais aussi quelque chose qui est très important, c'est de voir que l'espérance de vie au Rwanda à l'époque entre 1990 et 1995 était de 28 ans. Vous pouvez vous imaginer, 28 ans, c'était quelque chose et c'était pas grand-chose par rapport à toute une vie parce que à 28 ans, il y avait pas mal de circonstances et des défis qui faisaient que la majorité des personnes ne dépassaient pas 28 ans. Mais aujourd'hui, 30 ans après, là, on a quand même pu changer et le Rwanda arrive à presque 65, 70 ans. Ce qui est quelque chose de vraiment formidable sous, bien sûr, le leadership du pays et ce qui a changé complètement les paradigmes au niveau de la population. Et quelle était la genèse des soins palliatifs au Rwanda à l'époque? C'est que euh, il n'y avait pas beaucoup d'études à l'époque, mais une étude a été faite par une université américaine, c'est l'université de Wisconsin, sur une population qui avait le VIH-Sida et aussi les cancers, et entre 2007 et 2009. Et on a trouvé que la plupart des patients à l'époque mouraient vraiment de douleurs modérées et sévères, surtout des douleurs sévères. Et que la morphine, qui est un médicament essentiel contre la douleur sévère, à l'époque, entre 2007 et 2009, n'était que de 0,2 kg. Donc, 0,2 kg suffisait uniquement pour traiter 27 personnes. Donc, vous pouvez vous imaginer les nombres de personnes qui mouraient euh,
avec de douleurs sévères et c'était vraiment atroce. Cette étude a montré que les besoins de morphine au Rwanda étaient estimés à près le Rwanda a besoin approximativement de 97 kilogrammes de morphine par an, ce qui était un défi majeur à l'époque. Et parmi les défis qui faisaient que pourquoi la morphine n'était pas prescrite, c'était d'abord la peur des opiacés parmi les personnels soignants, surtout les médecins, parce que beaucoup de gens disaient, même dans ma formation, je me rappelle, les gens avaient tellement peur de la prescription de la morphine, et les gens disaient, si tu prescris la morphine et que les patients mouraient, les lendemains, tu devais soit aller en prison, ou aller répondre devant la justice de cette prescription, ce qui faisait qu'il y avait une peur vraiment par rapport aux opiacés. Il y avait aussi la peur de parler de la fin des vies, parce que la fin des vies était quelque chose, à l'époque où nous ne savions pas cet aspect socio-culturel sur la fin des vies, et ce qui faisait que les gens avaient un peu cette croyance de dire que si nous parlons de la fin des vies, nous risquons de gâcher la vie de nos patients et des familles, nous risquons de passer pour des personnes qui n'essayent pas de s'accrocher à la vie, mais aussi de comprendre aussi les contextes post-génocide où la vie a vraiment pris son sens, où les gens avaient vraiment envie de vivre jusqu'au bout. Mais aussi, il y avait cette attitude des médecins vis-à-vis de la douleur. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais à l'université, il y avait un de mes maîtres qui a dit qu'il ne faut pas traiter la douleur complètement parce que si vous traitez la douleur complètement, comment est-ce que vous allez d'abord savoir diagnostiquer certains symptômes et aussi comment vous allez savoir que votre patient est vivant. Donc, la douleur était considérée comme un outil pour montrer que le patient était en vie, ce qui était complètement erroné aujourd'hui quand on voit quels sont les effets secondaires quand la douleur n'est pas traitée. Et aussi, il y avait un protocole qui était compliqué de pouvoir utiliser un bic rouge et 3 signatures juste pour une ampoule de morphine, parce qu'à l'époque, la morphine comprimée n'était pas toujours disponible. Il y avait aussi cette approche pluridisciplinaire pour aider le patient. Et le changement de paradigme est arrivé en 2011 quand le Rwanda, à travers le ministère de la Santé, a pris une résolution de pouvoir adopter une politique de soins palliatifs, et un plan stratégique et aussi un plan d'implémentation de cette stratégie pour 4 ans, ce qui a fait que le Rwanda est devenu le premier pays africain en 2011 à pouvoir adopter une politique de soins palliatifs et un plan stratégique. C'était vraiment une très grande victoire parce que surtout, c'était basé sur les patients qui avaient les VIH-Sida et qui étaient au stade 3 et 4 vers le stade terminal et pour lesquels, à l'époque, les gens ne savaient pas quoi faire. C'est à ce moment-là que le gouvernement a pris ces décisions, ce qui a fait du Rwanda les premiers pays africains à pouvoir adopter cette politique. Et cela a changé complètement la façon, les paradigmes de pouvoir prendre en charge le soin palliatif, tout en commençant d'abord par la douleur, la prise en charge de la douleur. Et ce qui a fait que le Rwanda a encore commencé à importer la morphine poudre et de pouvoir maintenant reconstituer cette morphine poudre en morphine sirop de 5 mg par 5 millilitres au niveau local, comme vous voyez sur les photos. Et la morphine est devenue gratuite à tous les patients qui sont dans les programmes de soins palliatifs, mais aussi la morphine est aussi utilisée pour traiter les douleurs sévères au niveau des hôpitaux. Et ce qui a fait qu'on a pu aussi former beaucoup de médecins, parce qu'à l'époque, c'était les médecins qui ne pouvaient que prescrire la morphine. Et ce qui était important de pouvoir un peu éduquer les médecins sur la prescription de la morphine. Et cela a changé complètement, comme vous le voyez, on est passé des 0,2 kg de morphine qu'on avait entre 2007 et 2009.
et on est presque entre 5 et 15 kilogrammes de morphine, pardon, par an, ce qui est une bonne chose. Et cela est dû surtout grâce au leadership du ministère de la Santé et du gouvernement rwandais de pouvoir vraiment insister pour que les médecins prescrivent la morphine aux patients qui en ont besoin et aussi de pouvoir traiter la douleur comme parmi la douleur est devenue comme le cinquième signe le cinquième signe vital, si je peux dire ainsi, quand on prend la température, quand on prend la tension et la douleur doit maintenant faire partie des signes, euh, je peux dire obligatoires par les médecins et par les infirmiers qui doivent être sûrs que les patients aient d'abord ça. Et l'expérience de task shifting qu'on connaît très bien au niveau qui a été commencé par euh, pas mal de pays sur la prescription de ARV, des antirétroviraux pour les patients séropositifs a fait que le gouvernement rwandais s'est inspiré de cette expérience où les infirmiers qui prescrivent maintenant les antirétroviraux au niveau des centres de santé, de pouvoir amener aussi cette expérience sur la prescription des opiacés sirop, surtout la morphine sirop, qui est maintenant produit au niveau des pays, que ça soit aussi prescrit par les infirmiers au niveau des centres de santé. L'idée, c'est d'amener vraiment les soins, les services de soins palliatifs au niveau des soins de santé primaires, au niveau vraiment de la communauté, pour éviter des va-et-vient de patients au niveau des villages vers les districts. C'est ainsi que cette loi qui régule le stupéfiant et les substances psychotropes au Rwanda permet maintenant aux infirmiers, aux sages-femmes, et à tous les personnels soignants qui ne sont pas médecins, qui ont été formés d'abord, qui ont été formés de pouvoir prescrire aussi la morphine au niveau de santé santé. Et c'est là, c'est une façon de pouvoir un peu euh, euh, je peux dire, amener à ce que la douleur ne soit plus un problème au niveau de nos patients en général, mais aussi surtout au niveau de patients qui sont dans les programmes de soins palliatifs. Voici en bref le modèle rwandais en soins palliatifs qui consiste dans plusieurs schémas et dont, commençant surtout avec la politique et aussi la gouvernance, comme je l'ai dit, avec les leaderships au niveau du ministère de la Santé. Cela a permis que plusieurs solutions et plusieurs décisions aient été prises pour intégrer les soins palliatifs au niveau du système de santé rwandais, l'éducation et la formation de médecins et du personnel soignant. Et aujourd'hui, le soin palliatif aussi est enseigné au niveau de l'Université du Rwanda. Et aussi la disponibilité des médicaments. La morphine est passée et qui est maintenant aujourd'hui fait partie de la liste de médicaments essentiels au Rwanda. Et ce qui fait que la morphine est maintenant permanent et fait partie des médicaments essentiels et disponibles. Les soins cliniques qui doivent se faire à tous les échelons du système de santé, en commençant par les hôpitaux de référence, les hôpitaux provinciaux, les hôpitaux des districts, et aussi tous les autres, les centres de santé, et aussi avec les agents de santé communautaire. Bien sûr, la monitoring et évaluation, de pouvoir évaluer un peu nos services, la recherche académique dont nous faisons maintenant partie avec le Centre africain de recherche sur la fin de vie pour essayer de mieux comprendre encore la fin de vie et aussi cet aspect socio-culturel, les partenariats dont nous avons cet exemple aujourd'hui avec Isabelle pour essayer avec ces partenariats, de pouvoir partager nos expériences. Et j'aimerais aussi parler un peu de mon histoire, comment je suis venu aux soins palliatifs. Après les génocides perpétués contre les Tutsis, mon rêve, c'était de devenir chirurgien. Pourquoi? Parce qu'un jour,
en passant devant un hôpital, quand je vis pas mal de réalités après les génocides et tout ce qui s'est passé, je pense que mon cœur a penché vers la chirurgie parce qu'en me disant, en devenant médecin, mais surtout en devenant chirurgien, je pourrais beaucoup aider et contribuer à la reconstruction du pays tout en- pour moi, je trouvais que c'était quelque chose d'important à pouvoir faire. Et pour moi, la chirurgie était la meilleure spécialisation pour lesquelles je pensais pouvoir contribuer par rapport aux circonstances que j'avais trouvées. Jusqu'à ce que je finisse la médecine, selon la loi rwandaise, tout médecin généraliste doit passer au moins minimum de 2 à 3 ans dans un hôpital des districts. Et à ce moment-là, dans un hôpital des districts où j'ai travaillé, j'ai rencontré un patient très jeune, 24 ans, qui était atteint, qui était au stade terminal d'un cancer du foie. Euh, et à l'époque, parce que dans les districts, nous ne pouvions pas diagnostiquer le cancer à l'époque. Donc, nous avons juste réussi un rapport médical qui disait qu'il a un cancer du foie. On ne savait pas si c'était primaire ou si c'était secondaire à un autre cancer. Mais ce qui m'a beaucoup le plus frappé à l'époque, c'est que ces patients agonisaient d'une façon. J'étais habitué à la douleur. Comme j'ai commencé déjà à travailler dans les services de chirurgie pour me préparer à pouvoir entrer dans ma spécialité. Donc, j'étais pas mal habitué à la douleur. Mais la douleur de ces patients était totalement différente de toutes les autres douleurs que je pouvais écouter parce que ces douleurs étaient mélangées à une souffrance. Et ça m'a vraiment interpellé parce qu'à l'époque, j'avais peur d'abord de prescrire la morphine. Bien sûr, la morphine était disponible. Il y avait une petite quantité qui était disponible au niveau des districts, mais à cause de cette phobie, à cause de cette peur de pouvoir prescrire la morphine, je n'ai pas pu prescrire la morphine pour ces garçons parce que j'avais peur en me disant, si je prescris la morphine à ces garçons, et le lendemain, je pourrais aller en prison. Et s'ils mouraient par cette prescription, donc je risquais toute ma carrière professionnelle parce que j'allais passer derrière le barreau et tous les processus judiciaires. Donc j'avais cette phobie à ne pas pouvoir prescrire la morphine. Mais la triste part de cette histoire, c'est que sa maman est venue et c'était une vieille dame et elle s'est mise à genoux dans les couloirs de l'hôpital et elle m'a supplié si je pouvais faire quelque chose pour son enfant, qu'il puisse, qu'il peut soulager cette agonie parce qu'il criait tellement que la famille avait quitté la chambre et ils se sont réfugiés derrière l'hôpital. Personne ne voulait rester dans la chambre parce que tellement cet enfant agonisait. Et voir cette maman s'agenouiller devant moi au milieu dans les couloirs de l'hôpital, moi en blouse blanche avec mon stéto, et voir cette maman, je me suis bien sûr essayé de la relever, de lui dire, écoute, on va faire de notre mieux. Mais cette histoire m'a complètement secoué parce que je me suis posé beaucoup de questions. Et là, je me suis senti que je venais d'échouer 2 fois. D'abord, je venais d'échouer comme un médecin parce que je n'arrivais pas à prescrire la morphine à ces patients qui en avaient besoin et qui étaient en fin de vie. Et là aussi, je me suis senti que j'ai échoué comme un Rwandais parce que dans notre culture, quand on voit une personne âgée s'agenouiller devant une personne jeune, culturellement, c'est qu'on a échoué. Et je suis rentré ce soir-là, je suis rentré à la maison, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai passé autant d'années à la faculté de médecine si je ne pouvais, si mon rôle n'est que d'assister à à cette souffrance au niveau de l'hôpital? Quel est le but de pouvoir passer tant d'années dans la faculté de médecine si je ne peux pas assister aux personnes qui sont en train de souffrir? Et quel est le but de porter une blouse blanche avec un stéthoscope si je ne suis que témoin
de la souffrance et je suis inactif vis-à-vis de ces cris de ces patients. Et je suis arrivé au point de me poser la question, est-ce que c'est vraiment la chirurgie que je voudrais faire? Et quelle serait ma contribution par rapport à ce que les pays avaient traversé, mais aussi par rapport à cette demande d'humanité. Et c'est à partir de ce jour que j'ai pris la décision de quitter complètement cette trajectoire de devenir chirurgien pour embrasser les soins palliatifs. Je trouvais euh, plusieurs réponses par rapport à ma propre souffrance, mais aussi surtout de pouvoir aussi comprendre la souffrance des patients, mais aussi de médecins et de familles. Et comment je suis arrivé au concept de Safari, c'est d'abord de pouvoir comprendre un peu la valorisation de l'expertise par l'expérience. Pourquoi l'expérience est aussi importante dans les soins palliatifs, surtout en Afrique, parce on a beaucoup d'expériences par rapport à nos patients. Certaines expériences ne sont pas documentées, mais cela ne veut pas dire que ces expériences n'existent pas parce qu'elles ne sont pas documentées. Et c'est dans ces cadres-là que nous sommes arrivés à pouvoir écrire, euh, après 10 ans d'expérience, à pouvoir écrire un peu sur ces livres. Il est écrit en anglais, mais il sera bientôt publié en français, je pense, au courant de l'année prochaine. Je pense qu'Isabelle, je pourrais t'envoyer directement le lien de la publication. Donc, ce livre est disponible sur Amazon. Et euh, et ces livres, je l'ai écrit, je l'ai appelé Safari, les concepts de Safari. Pourquoi? Parce que Safari signifie voyage uniquement en Swahili. Ça n'a rien à voir avec les animaux, ça n'a rien d'aller dans les parcs, d'aller voir des animaux et tout. Le safari signifie uniquement voyage. Et dans ces voyages, on arrive à comprendre et à explorer et à comprendre certaines expériences, certaines réalités. Et il était important pour moi de pouvoir essayer un peu d'amener les concepts du voyage, le voyage du médecin, le voyage du patient, mais aussi le voyage de la famille. Et j'ai compris dans ces concepts-là parce que quelque chose que nous avons commencé dans les districts, c'était de pouvoir inviter c'était de pouvoir inviter les familles. Je me rappelle quand nous avons eu cette idée de pouvoir dire, mais pourquoi nous n'invitons pas les familles nous ne faisons pas des réunions de famille après avoir admis les patients à l'hôpital. Beaucoup de mes collègues, mais aussi le personnel soignant m'ont dit, écoute, si tu amènes la famille ici, ça sera un cauchemar parce que la famille, c'est un défi, on ne sait pas parler avec eux, ils viennent et ils sont en colère, ils vous balancent souvent des mots qui ne sont pas très agréables et ça risque d'être difficile parce que tu ne pourras pas les gérer. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi on n'essaye pas? On n'a jamais essayé, on a eu quelques expériences qui n'ont pas été agréables, certaines expériences ont été agréables, mais la majorité des cas, nos expériences n'ont pas été agréables avec la famille. Mais on s'est dit, lançons-nous ces défis de pouvoir inviter la famille. Mais ce qu'on ne connaissait pas, c'est que quand on invite une famille africaine, donc on invite la famille, c'est combien de personnes, nous n'avions jamais pensé combien de personnes allaient venir dans cette réunion. Et on s'est rendu compte que le nombre était devenu quelque chose c'était un défi, bien sûr, parce que nous n'étions pas préparés à pouvoir accueillir entre 10 et 40 personnes. Et je me rappelle la dernière réunion que j'ai eue avec la famille, heureusement, nous n'avons pas fait au niveau de l'hôpital, c'était fait dans un autre endroit. Et on a eu 40 personnes qui sont venues. Pourquoi? Parce qu'il nous a fallu comprendre que c'est pas mon rôle en tant que médecin de définir qui doit faire partie de cette famille, parce que c'est à eux de pouvoir définir qui doit faire partie de cette réunion et surtout qui est connecté par rapport aux patients. Et ce sont ces personnes qui vont venir au niveau de la réunion. Et je me suis rendu compte qu'il y a 40 personnes qui sont venues. Et je me suis dit que mon rôle à moi, c'est plutôt de pouvoir m'adapter à la communication avec les familles, de pouvoir savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir parler avec la famille.
C'est à ce moment-là que pendant les 10 dernières années, nous avons eu plus de 800 réunions, je pense que plus de 800 réunions de famille. Et c'était surtout, comme je l'ai dit, c'était de vraiment valoriser l'expertise à travers l'expérience personnelle, cette approche vraiment empirique, de pouvoir apprendre sur le terrain, de pouvoir comprendre cela. Et c'est pourquoi on est arrivé à pouvoir amener un certain type de langage qui n'était pas médicalisé, qui n'était pas formel, qui n'était pas dans un cadre médical dont nous avons été formés, mais qui était plutôt dans un cadre socio-culturel. Et on est arrivé, pardon, à trouver 12, je peux dire, métaphores, en anglais c'est archetype, 12 métaphores animaliers qui représentent différents types de langages mais qui expriment une certaine souffrance, l'essence et la prise en charge. Donc, ces métaphores animaliers représentent pour moi, ça représentait trois types de comment je peux dire, trois types de communication. Donc, il y avait d'abord le langage pour exprimer la souffrance. Il y avait aussi l'interprétation de la souffrance, mais aussi la solution. Ce qui était important pour moi, c'était la solution. Ce n'était pas uniquement les langages, mais c'était aussi de trouver aussi la solution vis-à-vis de cela. Et c'est là, ça m'a conduit, plus j'ai eu des réunions avec des familles, c'était aussi plus de pouvoir comprendre maintenant quel type de langage je peux utiliser pour cette famille qui est totalement différenciée, notre groupe de famille, et surtout de pouvoir comprendre et interpréter ces souffrances, parce que c'est ça qui était plus important, mais aussi de pouvoir comprendre aussi la solution, pourquoi la solution était vraiment importante. Et parmi ces stratégies, la première chose que je fais quand j'accueille la famille, qu'elle soit, pour moi, les nombres importent peu, qui viennent à 10, à 20, à 30, à 40, pour moi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est s'ils sont tous là et ils sont tous connectés aux patients et qu'ils acceptent de venir, pour moi, c'est plus important. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est important, c'est que dès que la famille est dans la salle, euh, la première chose que je fais, je m'introduis personnellement. Je commence par m'introduire, je m'introduis et je demande à mon équipe de pouvoir s'introduire. Si on est à deux ou à trois ou à quatre, qu'importe des fois on se retrouve à deux ou à trois ou à quatre membres de l'équipe de soins palliatifs. Et quand on finit, nous ne demandons pas aux patients ou à la famille de se présenter à tour de rôle. Non, ça, pas comme ça que ça marche. Ce que nous faisons, quand nous finissons d'introduire l'équipe de soins palliatifs, et je demande à la famille, est-ce que vous pouvez vous introduire? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Que nous puissions mieux nous connaître et que nous puissions mieux parler de notre patient. Et je ne dis pas de votre patient, mais de notre patient, parce qu'il devient nous faisons maintenant partie de cette famille. Et c'est une façon vraiment de nous inclure, que la famille sache qu'on n'est pas là comme médecin uniquement, mais aussi on fait partie du membre de la famille. Et si les présentations commencent du plus âgé au plus jeune, pour moi, c'est très important parce en laissant cette liberté aux familles de pouvoir se présenter, ça me permet de bien comprendre quelles sont les dynamiques qui marchent dans cette famille. Parce que quand tu viens à 10 ou à 20, on ne sait pas très bien. Ce n'est pas les plus âgés qui nécessairement la personne la plus influente, mais c'est ce pouvoir de comprendre quels sont les dynamismes. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre les dynamismes au niveau de la famille, cela va impacter sur la prise en charge du patient et ça va encore nous revenir à nous médecins de pouvoir continuer à changer des traitements et des fois, ça devient compliqué. Si les présentations sont du plus âgé au plus jeune, alors cela nous indique que c'est une famille c'est une famille traditionnelle avec des valeurs claires et qui ont des racines solides. C'est que c'est vraiment une famille rwandaise, très traditionnelle et souvent ça peut être patriarcal et on sait très bien que c'est très enraciné, donc pour nous c'est. Si les présentations commencent du plus jeune au plus âgé, cela nous indique que la hiérarchie est plutôt organisée par influence. Soit la famille fait plus confiance sur la personne qui a le plus étudié,
qui a vraiment un niveau d'éducation qui est très élevé, ou ce soit la personne qui a les plus réussi financièrement, économiquement et socialement au niveau de la société. C'est vraiment plus organisé au niveau de l'influence que par la tradition. Et la réunion est souvent, pour moi, cette réunion est souvent très difficile parce que souvent les jeunes, comme vous savez, viennent souvent avec pas mal de choses et ça complique souvent les relations avec les médecins. Si les présentations commencent par une personne féminine par rapport à une personne masculine, alors pour nous, ça nous montre que cette réunion va bien se dérouler, se déroule toujours bien. Mais les processus de prise décisionnelle va impliquer non pas simplement une ou deux réunions, peut-être ça va aller jusqu'à 5 réunions avant que la prise décisionnelle, pardon, soit définitive. Et moi, ce que je fais après les présentations, j'ai toujours 5 questions en tête. Et ces 5 questions, c'est d'abord, de pouvoir comprendre quelle est l'histoire de la maladie depuis les premiers symptômes jusqu'à maintenant. Il faut comprendre que souvent, les patients qui sont référés au niveau des districts viennent après toute une histoire passée dans les hôpitaux des provinces, dans les hôpitaux des références, dans les CHU. Et souvent, ils nous viennent souvent presque en fin de vie. Et on ne sait pas très bien l'histoire depuis les premiers symptômes. Et on s'est rendu compte il est important de pouvoir comprendre toute cette histoire. Et voir toute la famille qui est réunie là, dans cette réunion, et pour moi, c'est une bonne chose parce que ça permet de pouvoir réconcilier. Il y a ces rôles aussi que nous avons en tant que médecin de pouvoir réconcilier l'histoire du patient. C'est prendre tous ces petits bouts d'histoire, en commençant par les premiers symptômes, ils sont passés par quel district, par quel CHU, soit ils sont partis en dehors du pays. Et ça nous permet un peu de bien comprendre un peu l'histoire du patient à partir du premier symptôme et de pouvoir un peu réconcilier. Parce que mon rôle, maintenant devient dans cette famille, en tant que médecin, c'est pas nécessairement de pouvoir comprendre, mais aussi de pouvoir réconcilier. Il y a ce rôle aussi de réconciliation entre le patient et son environnement, entre la famille et aussi la maladie. Parce que des fois, la famille n'accepte pas ou sont dans un déni complet du diagnostic. Donc, je joue aussi ce rôle de réconciliation. Mais c'est impossible de pouvoir réconcilier toutes ces parties si on ne connaît pas très bien l'histoire du patient, mais aussi l'histoire de la maladie. Et la deuxième question, c'est que comprend le patient à propos de sa maladie? Ça, c'est vraiment cet aspect d'autonomie du patient, c'est de pouvoir comprendre un peu qu'est-ce que le patient a compris, qu'est-ce qu'il voulait depuis le début, où est-ce qu'il en est, quel est ça, de pouvoir un peu comprendre un peu derrière, je peux dire, derrière le rideau, derrière la scène, quelles sont les émotions, quels sont les sentiments que les patients a eu par rapport à sa maladie tout au long de son traitement. La troisième question, c'est quelles sont les informations reçues par les patients pardon, là je mal écrit, mais quelles sont les informations reçues par les patients, par d'autres médecins, c'est de pouvoir aussi comprendre quelles sont les personnels soignants que le médecin, que le patient a reçu et quelles sont les informations, en d'autres termes, est-ce qu'on lui a dit par rapport à, est-ce que les patients a été informé, parce que ça, c'est quelque chose aussi important qu'on trouve ici souvent en Afrique, c'est que souvent les familles, quand ils connaissent les diagnostics, ils ne veulent pas que le patient puisse connaître son diagnostic. Et pour moi, c'était important aussi de pouvoir comprendre est-ce que le patient a compris, est-ce que le patient a compris par rapport à sa maladie, est-ce qu'il a eu toutes les informations. Et la quatrième question, c'est comment vous sentez-vous par rapport aux soins reçus par les patients? C'est de pouvoir un peu comprendre un peu par rapport à la famille. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils connaissent les soins palliatifs? Est-ce qu'ils ne connaissent pas les soins palliatifs? Est-ce qu'ils apprécient l'effort qui a été fait par les personnels soignants des différents niveaux du système de santé? Et ainsi de suite. Et j'aime bien la dernière question. Pourquoi? Parce que quand je pose quelles sont vos attentes à mon égard, et là, il n'y a que les lions ou la lionne de la famille qui répond à cette question. C'est la personne la plus influente de la famille qui répond à cette question. Pourquoi? Pour moi, c'est important de poser cette cinquième question. C'est parce que la société rwandaise
c'est une société basée sur une philosophie stoïque et un stoïcisme africain qui est souvent basé sur la résilience. Et par rapport à cette philosophie, les personnes ne sont pas extraverties. La plupart des temps, les personnes ne sont pas extraverties, mais elles sont plutôt introverties. Donc, on ne verra pas la personne la plus influente euh, euh, automatiquement, dès les premiers mots, la première introduction, c'est présenté comme c'est moi la personne la plus influente. Mais pour moi, en posant cette question, quand je dis quelles sont vos attentes à mon égard, hélas, il n'y a que le lion ou la lionne de la famille qui peut se lever et dire, voilà, nous, ce que nous voulons, ce que la famille veut, c'est A, B, C, D. Et là, je comprends directement, c'est la personne la plus influente, c'est cette personne que j'ai besoin de travailler avec cette personne, parce qu'en travaillant avec cette personne pour la prise décisionnelle, c'est ainsi que nous pouvons renégocier avec la famille à travers cette personne, à travers les lions et la lionne pour dire, écoutez, il faut que les patients connaissent son diagnostic, c'est important psychologiquement et pour les patients de pouvoir, il est passé par tout un schéma de traitement, mais peut-être qu'il n'a pas compris exactement de quoi il souffre. Il sait qu'il souffre, il sait qu'il y a eu changement dans son corps, mais il a besoin de comprendre les détails par rapport à sa maladie. Et je vais essayer un peu de partager un peu quelques exemples par rapport au concept de Safari. J'espère que quand le livre sera disponible, vous pourrez plus comprendre par rapport à notre expérience. Le premier exemple, pardon, c'est par rapport à la souffrance distante que j'appelle la girafe. La souffrance distante, c'est souvent, pendant les réunions familiales, c'est souvent les familles qui viennent avec cette souffrance c'est une souffrance qui vient avec des attentes irréalistes. C'est souvent les familles qui ignorent les réalités des ressources locales et qui viennent souvent avec des critiques et des plaintes. Et c'est la plupart des temps, ça c'est l'expérience que j'ai eue, c'est souvent les familles qui habitent soit en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et qui viennent et qui trouvent leurs patients au niveau des districts et qui se plaignent, qui se disent, mais est-ce que vous n'avez pas de CT scan ici? Est-ce que vous n'avez pas de scanner? Vous n'avez pas de MRI? Vous n'avez pas tout ce qu'on trouve dans un CHU? Ils se plaignent, ils trouvent que ce sont des petits lits, les chambres ne sont pas très appropriées. Souvent, les patients doivent partager la douche à plusieurs. Des fois, ils trouvent pas exactement les mêmes attentes ou les mêmes ressources par rapport au pays d'où ils viennent. Et dès la discussion, on voit ces gens, on voit vraiment cette distance entre la réalité et les ressources locales. Et pour moi, comme je l'ai dit, parler avec la famille, pour moi, je ne prends pas ça personnellement parce que pour moi, c'est une souffrance. Et l'interprétation, c'est que la souffrance girafe exprime une méfiance vis-à-vis des personnels soignants et comparé bien sûr aux compétences et aux connaissances par rapport au pays d'où ils viennent. C'est souvent la famille souffre que leurs patients ne soient pas dans les mêmes milieux hospitaliers des pays d'où ils viennent. Et ça leur fait mal. Et comme il y a cette distance entre la réalité et les ressources locales, et cela crée une certaine anxiété. Et pour les patients, pour les familles, la meilleure façon de pouvoir atténuer cette souffrance personnelle, c'est de pouvoir critiquer, de pouvoir comparer par rapport aux réalités qu'ils ont. Et c'est là où on voit souvent, j'écoute les familles qui disent, ah, si les patients étaient avec nous, s'ils étaient avec nous en Australie, je pense qu'il aurait pu rencontrer les professeurs Bernard, les professeurs, s'il était aux États-Unis, ça serait le professeur Jackson, s'il était en Belgique, ça serait les... Donc, c'est une façon pour eux de pouvoir atténuer leur souffrance en critiquant, en disant, voilà, si notre patient était de l'autre côté, ça se passerait mieux. Et là, on atténue sa propre souffrance en disant, c'est pas de notre faute, c'est pas à nous, parce que le patient est ici. Et on arrive, et ils n'ont rien fait. Cette équipe qui est locale ne sait pas très bien mettre en place les systèmes de soins palliatifs et ça permet d'atténuer leur propre souffrance.
Nous, ce que nous faisons dans la prise en charge, c'est que nous ne prenons pas ces mots, ces paroles personnellement. Nous n'avons pas, notre approche n'est pas de nous mettre en colère. Notre approche n'est pas de nous élever plus haut que la girafe, parce que c'est difficile. Euh, euh, comme je l'ai dit, il est difficile de monter plus haut qu'une girafe lors de la discussion parce qu'ils ont un ego tellement important. Ils vont te dire tous les procès qu'ils ont rencontrés, aller tel hôpital, d'aller CHU. Donc, c'est pas la peine d'aller dans ces terrains là-bas. Nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons de rétablir une certaine confiance avec humilité comme réponse. Nous essayons de dire, écoutez, c'est vrai que nous n'avons pas d'oncologistes dans les districts. C'est vrai que nous n'avons pas les CT scans, nous n'avons pas les MRI, nous n'avons pas tout ce que vous avez énuméré, mais je peux vous assurer que votre patient est dans de très bonnes mains. Ce sont des personnels qui ont été formés en soins palliatifs et nous donnons tout ce que nous, le maximum que nous pouvons. Et nous sommes là pour eux. Et avec, bien sûr, avec humilité. Et ça, c'est pour nous la meilleure réponse. Donc, ça, c'est le premier exemple de la souffrance girafe, qui est une souffrance distante. Le deuxième exemple, c'est l'hyène, c'est la souffrance conflictuelle. C'est pendant les réunions de famille, on voit souvent certains où les familles importent des conflits familiaux au niveau de l'hôpital. Il y a des comportements de conflits. On voit souvent les membres des familles qui ne se sont pas parlé pendant des années. Les enfants entre eux ne se sont pas parlé pendant des années. Les parents ne se sont pas parlé pendant des années. Les parents et les enfants, les oncles et les tantes, les cousins et les cousines. Et on a vraiment cet aspect conflictuel au niveau de l'hôpital. Et cela impacte parce qu'il y a un manque de dignité, d'empathie et souvent d'insouciance vis-à-vis du patient. Et comme je l'ai dit, pour nous, l'interprétation, c'est que la souffrance hyène représente, il y a souvent ces sentiments antagonistes parce que les patients qui est vraiment, c'est les patients c'est les patients qui est la source du conflit, mais aussi les liens sociaux, les liens de connexion entre les familles. Et par expérience, j'ai compris que tellement les familles ont vécu dans des conflits dont les patients étaient souvent la source, que les familles ont des difficultés à pouvoir se projeter après les départs des patients. Parce que ça peut demander une certaine réconciliation entre les familles, entre les membres des familles, et c'est quelque chose dont ils ne se sont jamais préparés à ça. Et cela est souvent très, très difficile. Donc, les patients jouent ces rôles doubles et qui est antagoniste, qui est vraiment paradoxal d'être la source du conflit dans les familles, mais aussi, et aussi la source des liens sociaux. Parce que malgré ces conflits-là, toutes ces personnes viennent à l'hôpital, continuent à voir les patients, continuent à se rencontrer, continuent à parler. Donc, il y a ces rôles qui est vraiment presque ambigu. On peut même si se confondre. Et c'est là, c'est pour moi, c'est de pouvoir comprendre un peu ces conflits qui s'importent de la maison vers l'hôpital. Et ce qu'on fait dans la prise en charge, c'est de pouvoir comprendre aussi que c'est une souffrance. Comme je dis, chaque métaphore animalière représente une souffrance, représente un langage et aussi représente une solution. Et ce que nous faisons dans la prise en charge ici, c'est que nous n'argumentons jamais avec eux. C'est quelque chose que nous évitons d'argumenter avec les membres des familles. Et la première action, ce que nous faisons, c'est de protéger les patients en travaillant toujours avec les lions, la lionne de la famille. Et des fois, il nous est arrivé d'amener cet aspect légal, s'il fallait protéger soit les biens ou les aspects d'assurance, par exemple, du patient de pouvoir un peu utiliser cela. Et dans cette prise en charge, nous diminuons toujours le nombre de réunions avec tous les membres des familles et nous essayons de faire des réunions en petits groupes, mais surtout en travaillant vraiment avec les lions ou la lionne de la famille ou la personne la plus influente pour la prise décisionnelle s'il faut que dans ce sens-là. Donc, ça nous permet de ne jamais argumenter avec les familles, mais de pouvoir un peu comprendre cette souffrance qu'il y a derrière, parce que si nous ne faisons pas cela, c'est les patients qui vont souffrir doublement.
Le troisième exemple, pardon, c'est la tortue, c'est la souffrance défensive. C'est, c'est quand nous voyons deux familles qui viennent et qui croient dur comme fer à la guérison, qu'il y aura un miracle euh, du patient. Et il vient souvent avec soit des philosophies traditionnelles ou modernes ou avec de convictions religieuses. Et il y a souvent un certain déni de la maladie. Il y a une carapace tellement solide qui se forme autour de l'entendement par rapport au diagnostic du patient. Et nous avons compris cela, que cette souffrance de la tortille, c'est que ça exprime un sentiment de seconde chance. C'est que la famille, ça c'est par expérience, Isabelle, ce que nous avons compris que la famille croit qu'il y a une seconde chance, que les patients, euh, il y a quelque chose qui est resté, il y a quelque chose que les patients n'a pas encore fini et qui ne peut pas partir maintenant. C'est souvent, je vis dans les cas, dans nos examens, c'est soit que les patients viennent d'avoir, il a été élu pour ce qu'on appelle les green cards, c'est-à-dire cette obtention des résidences directement aux États-Unis qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir aller aux États-Unis et de pouvoir être résident des États-Unis. Soit les patients viennent d'être promus professionnellement dans un travail qui pourra augmenter la rémunération. Et soit les patients est en train de construire une maison familiale, soit les patients est presque en fin d'année d'un doctorat ou d'un master ou quelque chose comme ça. Donc, la famille est tellement convaincue que ce n'est pas possible il y a quelque chose qui est laissé derrière, il y a un travail inachevé, il y a quelque chose qui doit être fait. Et la famille est complètement barricadée derrière cette idée de guérison et de cet aspect vraiment religieux. Pour nous, c'est une souffrance profonde. Et pour nous, dans la prise en charge, les langages importants, ce que je fais, par exemple, comme le Rwanda est à majoritaire chrétien et que, bien sûr, il y a les chrétiens catholiques, protestants et de toutes les dominations, mais majoritairement, ce sont des chrétiens. Quand je suis dans une famille comme ça, qui ont cette souffrance, la première chose que je fais, c'est que j'enlève mon tablier, ma blouse blanche, et j'enlève mon stéthoscope avant d'aller rencontrer cette famille. Et que quand la première chose, avant de pouvoir me présenter, dire quoi que ce soit, je dis toujours que le Seigneur soit béni. Ça, c'est une famille chrétienne. Si c'est une famille musulmane, je commence toujours par dire Assalamu alaikum. Bien sûr, je ne donne pas ma main, je ne sers pas ma main aux femmes parce que selon la coutume musulmane, cela ne se fait pas. Et si c'est une famille traditionnelle rwandaise, je commence par Mwiriwe, Mwaramutse, en introduisant cet aspect euh, rwandaise traditionnel par rapport à ça. Et là, ça permet de pouvoir euh, ouvrir une certaine opportunité de discussion et de dialogue avec les familles. Au lieu de venir avec ma blouse, avec tout mon titre ici sur écrit, docteur, professeur ou tous les restes, et des fois en venant avec pas mal de livres de médecine, non, je mets ça de côté et je préfère venir parce que j'ai besoin de leur dialogue. On a besoin de parler pour la prise décisionnelle et c'est important qu'ils comprennent. Souvent, s'ils restent dans ces dénis et que les patients parlent, ça crée souvent un certain traumatisme pour la famille. Un autre exemple, c'est la souffrance chimpanzé. C'est une souffrance prétentieuse. C'est souvent quand les familles viennent, les familles sont rassemblées, et c'est souvent une grande famille. Ils viennent souvent avec des informations de sources variées. Et là, je dis merci à Google et je merci à ChatGPT parce qu'ils viennent avec tellement des informations. Ils connaissent les derniers essais cliniques, les derniers médicaments qui est sorti, les dernières recherches du professeur Bertrand, du professeur Tel, du professeur, tous les essais cliniques qui ont été faits.
et ils viennent avec tellement de documents. Et souvent, quand on ne connaît pas très bien, si on ne prête pas attention, on a l'impression que parmi les membres des familles, il y a des médecins. On les sent parce qu'ils viennent avec, des fois, ils disent même certains jargons médicaux. On s'est dit, bah, ça doit être, mais doit y avoir un médecin dans cette famille. Euh, et ce sont souvent des familles qui viennent parce qu'ils ont une souffrance. Ils ont compris que les ressources sont limitées au niveau local, au niveau des pays, et qu'ils auraient voulu, par rapport à toutes les informations qu'elles ont réussi, c'est de pouvoir donner une chance à leurs patients et pour cela, comme les moyens sont limités, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, comme c'est une classe moyenne, alors ils sont obligés de prétendre à jouer au médecin, à prétendre en ayant cet aspect médical, en ayant tous ces jargons médicaux, pour soulager leur propre anxiété, pour soulager leur propre souffrance. C'est en mimant les rôles des médecins qui vont arriver à soulager leur propre souffrance. En disant, écoute, moi, je connais mieux que ces médecins, il ne connaît pas les essais cliniques du professeur Bernard, il ne connaît pas les derniers pilules, peut-être les derniers médicaments contre le cancer qui a été fait par ceci. Donc, et ça permet de pouvoir soulager cette souffrance, cette anxiété, cette dépression en se mettant un peu au-dessus du médecin, en ayant cet aspect de pouvoir, je connais mieux que lui, je me suis mieux informé que lui, et ça permet, voilà, de pouvoir, de ne pas avoir cette culpabilité qu'on n'a pas pu essayer. Et pour nous, ce que nous faisons dans la gestion, la prise en charge, dans le management, c'est vraiment utiliser des mots simples pour expliquer des problèmes complexes. On n'a pas besoin de toutes ces informations. On utilise simplement des mots simples. Euh, Parce que si on va dans l'air terrain au niveau des informations, on risque de créer une sorte de conflit. Et pour nous, ce qu'on fait, c'est vraiment utiliser des mots simples pour expliquer des problèmes complexes. Le dernier exemple, c'est la souffrance porc-épic ou la souffrance quantique. C'est c'est quand on parle avec les familles et qu'on arrive et qu'à chaque fois qu'on parle à chaque fois qu'on arrive à parler de la maladie actuelle, la famille fait toujours référence euh, au traumatisme passé. Vous aurez beau parler des symptômes et de la maladie actuelle, parler de la gestion de la maladie actuelle, mais la famille fera toujours référence euh, au traumatisme passé. Et moi, je me rappelle un cas d'un patient qui avait survécu au génocide, qui était un rescapé du génocide perpétué contre les Tutsis. Et pendant on les avait amassés, on était en train de les mitrailler, il a échappé, il s'est caché sous les corps de personnes qui étaient mortes et tous les sangs, il s'est badigeonné de tous les sangs des autres de corps pour montrer qu'il était mourant enfin qu'il était mort et qu'il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça qu'il a pu échapper. Alors, quelques années plus tard, quand il a eu son cancer, euh, et que la famille, quand on a eu cette discussion, la famille disait non, 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 on ne veut pas nous dire que le cancer est venu comme ça après avoir échappé donc au génocide. Je pense que le cancer est venu parce que c'est à cause de tous ces sangs qui s'est badigeonné, il s'est mis sur lui, et ça doit être la cause de son cancer. Et on a essayé de lui expliquer, on a dit non, on essaie d'expliquer à la famille, on essaie de dire, mais ça ne passe pas. Donc, il y a ces vases communicants entre les présents et les passés. Donc, plus on essaie de remplir le présent, plus ça remplit aussi les passés. Donc, on s'est rendu compte que dans la prise en charge, dans cette souffrance, que ce n'était pas un psychologue qui pouvait, à lui seul ou à elle seule, euh, euh, pouvoir gérer ces problèmes, mais c'était plutôt de pouvoir offrir une certaine éducation
à toute la communauté. C'est pouvoir former toute la communauté pour qu'à chaque étape, les patients ou la famille essaient de trouver les réconforts, essaient de trouver le counseling dont ils ont besoin, essaient de trouver la vérité. Donc, il y a cette prise en charge communautaire au lieu d'avoir cette prise en charge vraiment individuelle. Donc, pour ceux qui, comme je l'ai dit, quand le livre sera disponible, vous aurez le temps aussi de pouvoir apprendre sur la souffrance colérique, qui est le buffle africain, la souffrance émotionnelle, qui est l'éléphant, la souffrance intégrante, qui est l'hippopotame, la souffrance bouc émissaire, qui est le serpent, la souffrance évitante, l'Autriche, et la souffrance caméléon, la souffrance d'apparence. Quelles sont les leçons maintenant apprises par rapport au concept du safari, par rapport à mon propre voyage? Comme je l'ai dit, les safaris, c'est les voyages du patient. Je vous ai parlé des voyages de la famille, c'est maintenant les voyages personnels. C'est d'abord de pouvoir comprendre un peu cet aspect socio-culturel. C'est qu'au Rwanda, on a un dicton si je peux dire ainsi. Quand tu vas bien, tu t'appartiens à toi-même, mais quand tu es malade, tu appartiens à ta famille. C'est que il y a cet aspect d'autonomie du patient où on a les attentes, les choix et l'intimité du patient, mais aussi on a la responsabilité communautaire. Donc, pour avoir l'aspect décisionnel, pour la prise décisionnelle euh, euh, sur la gestion de la maladie et du patient, on utilise souvent cette approche papillon, c'est l'autonomie du patient et la responsabilité communautaire, les deux pour la prise décisionnelle. Ça, c'est très important, c'est quelque chose que j'ai appris, donc que j'essaie de bien valoriser, comme je dis, valoriser l'expertise locale pour cette expérience personnelle. La deuxième chose, c'est euh, ça, je dois être honnête, ça c'est venu aussi par rapport à des erreurs que j'ai pu faire au début de ma carrière en soins palliatifs. C'est que j'ai eu la chance d'être formé dans plusieurs pays, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis, de pouvoir un peu comprendre un peu sur les soins palliatifs et la prise en charge de soins palliatifs. Et l'erreur que j'ai faite au début de ma carrière, c'était de, euh, de pouvoir dupliquer, si je peux dire ainsi, dupliquer les modèles que j'ai appris aux États-Unis, de pouvoir l'amener au Rwanda. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et dans ces voyages, j'ai appris que j'ai eu pas mal de conflits avec les patients, j'ai eu pas mal de conflits avec la famille et aussi avec mes propres collègues. Pourquoi? Parce que ils ne comprenaient pas la façon dont je voulais imposer une façon de pouvoir comprendre, une façon de pouvoir gérer les patients qui n'était pas adaptée, qui n'était pas par rapport au contexte. Et là, j'ai compris que être éduqué, si nous on a la chance d'être éduqué suffisamment, ça ne signifie pas nécessairement de pouvoir dupliquer les mêmes modèles, mais plutôt d'abord de pouvoir adopter avant de pouvoir adapter. Souvent, nous utilisons les mots en disant, ah, ces manuels peut être adapté facilement en ton contexte, mais avant de pouvoir adapter, il faut toujours adopter. On adopte par rapport aux perceptions locales par rapport aux soins, parce que quand on parle de soins, la façon dont on parle de soins en France n'est pas la façon dont nous comprenons les soins au Rwanda et, et pouvoir maintenant adapter par rapport aux défis actuels. Donc, il faut d'abord adopter avant de pouvoir adapter. Et aussi de pouvoir partager les bonnes pratiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris parce que souvent, les gens ont cette façon un peu erronée de pouvoir dire, en Afrique, il n'y a rien. Et c'est normal parce que s'il y a certaines, nous n'arrivons pas à documenter les bonnes pratiques et à valoriser notre expertise par rapport aux expériences personnelles. Et cela m'a poussé à pouvoir vraiment partager les bonnes pratiques, ce que nous faisons de différentes façons, que ce soit en écrivant, à travers les médias, à travers les publications, que ce soit scientifique ou non scientifique, et de pouvoir partager ce que nous faisons et de pouvoir aussi dire nous avons aussi beaucoup appris du monde occidental et ça serait bien qu'il y ait cet échange par rapport entre
les différentes pratiques qui sont faites de part et d'autre du globe. La troisième chose aussi, c'est de pouvoir comprendre un peu les terminologies. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec mes collègues en France et aussi au Québec, où je leur ai dit que la fin de vie, les mots fin de vie, on l'utilise parce que c'est un mot scientifique, il faut que les gens se comprennent. Dans un monde scientifique, quand on parle de fin de vie, ça, c'est compris par tout le monde. Mais les fins de vie en Kinyarwanda, dans ma langue locale, n'a aucun sens. Pour nous, la fin de vie n'a aucun sens. On ne parle pas de la fin de vie, on parle de la vie jusqu'au bout. Ça n'a aucun sens. Même les mots accompagner, accompagner, il est francophile, mais pas francophone. Parce que quand je traduis accompagner dans ma langue locale, ça n'a aucun sens. C'est très péjoratif et c'est très négatif. C'est un mot que je ne peux même pas utiliser en Kinyarwanda. Par contre, en français, quand les gens parlent d'accompagner, ça se comprend très bien. Mais et j'ai compris que l'erreur que j'ai faite, moi, dans ma pratique, c'était de traduire les Français en Kinyarwanda au lieu de traduire les Kinyarwanda en français. Parce que si je traduis les Kinyarwanda en français, je garde l'essence en Kinyarwanda. Et comme je travaille en Kinyarwanda et que je prescris en Kinyarwanda et que je parle en Kinyarwanda, c'est plutôt l'essence en Kinyarwanda qui doit rester. Donc, pour nous, accompagner n'a aucun sens parce que c'est francophone, c'est francophile. Mais dans les mondes francophones où on a plusieurs langues et où le français est langue en commun, mais on a aussi d'autres langues maternelles et notre langue de sociétale, euh, moi, je n'utiliserai pas accompagner, j'utiliserai plutôt être présent, être là, vivre avec la personne, soutenir, assister. Euh, Par contre, accompagner a plus de sens dans ma langue que quand quelqu'un est mort. Parce que quand je dis que j'accompagne les morts, ça a plus de valeur, c'est très positif, mais on n'accompagne pas les vivants, même s'ils sont en fin de vie, parce qu'une personne vivante et mourante est une personne vivante. Donc, il y a aussi ces termes-là de terminologie qui est vraiment important dans cette expérience. Une troisième chose, c'est les contextes. C'est toujours de pouvoir comprendre que les contextes, le monde actuel de soins palliatifs, surtout en Afrique, et la prise en charge en matière de soins de vie vient souvent en Afrique, vient d'une culture héro-américaine et qu'il était important de pouvoir développer un modèle de fin de vie qui est vraiment lié par rapport à notre contexte. Et pour nous, c'est un modèle centré sur la communauté parce que le patient n'est pas défini en dehors de sa communauté et parce que le patient fait partie de la communauté comme la communauté fait partie du patient. La troisième chose, c'est la perception. C'est la perception de soins palliatifs. Et dans ma recherche, parce que je fais aussi une recherche beaucoup plus anthropologique, et j'ai compris que les soins palliatifs traditionnels existaient avant les soins palliatifs modernes. On n'appelait pas ça soins palliatifs, mais les pratiques de soins palliatifs existaient à l'époque dans les traditionnels avant les soins palliatifs modernes et que c'était important de pouvoir comprendre cela. Et que si aujourd'hui nous voulons connecter les communautés, c'est d'abord nous devons connecter les identités. On ne peut pas connecter les communautés sans connecter les identités. Et ça, c'est important de pouvoir connecter les identités par rapport aux perceptions locales et au contexte local de soins palliatifs et aussi de pouvoir ne pas être piégé par rapport aux standards internationaux. Et souvent, les standards internationaux en matière de soins palliatifs peuvent devenir une source d'injustice sociale en ne prenant pas en compte les éléments cruciaux pour la dignité des patients et des familles et de l'environnement, comme je l'ai dit. Donc, utiliser un standard international de soins palliatifs qui n'a rien à voir, qui ne tient pas compte des éléments cruciaux de la dignité du patient et de la famille, c'est vraiment une source d'injustice sociale. Et aussi, dans cette démarche, de pouvoir comprendre un peu, comme je l'ai dit, de cette philosophie Ubuntu, à l'opposé de la philosophie cartésienne, je pense donc je suis. Ubuntu, c'est complètement le contraire. C'est je suis parce que nous sommes. C'est plutôt je suis parce que tu es. C'est être, c'est l'humanité envers les autres. C'est cette philosophie aujourd'hui dans les soins palliatifs
qui nous permet d'amener un peu cet aspect beaucoup plus au-delà de cet aspect médical qui est d'abord important, mais au-delà de cet aspect médical, de pouvoir un peu amener cette composante qui permet aux personnes de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir réagir et d'avoir cette prise en charge globale et holistique. Parce que Ubuntu valorise la vie, Ubuntu ne valorise pas la mort, parce que la mort fait partie de la vie et la vie n'a pas de fin. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir comprendre ça. Et l'une des discussions que j'ai souvent avec certains collègues européens ou américains qui viennent dire, ah, les gens ne veulent pas parler de la mort en Afrique. C'est pas parce que les gens ne veulent pas parler de la mort, c'est parce que la mort ne peut pas être valorisée au même niveau que la vie. Parce que la mort fait partie de la vie. La vie n'a pas de fin. La vie est illimitée. La mort ne peut pas stopper la vie. Dans cette philosophie Ubuntu, nous valorisons la vie parce que tout est inclus, y compris la mort. Alors, dire aux gens de pouvoir parler de la mort alors qu'au-dessus de la mort, il y a la vie et que la vie, elle est limitée, c'est amener un contexte qui n'est pas la leur. Et c'est important de pouvoir comprendre cet aspect. Et moi, je comprends très bien aujourd'hui, je ne parle même pas de la mort avec mes patients parce que nous parlons de la vie jusqu'au bout. Nous parlons toujours de la vie parce que la vie, elle continue. Et Ubuntu valorise aussi la dignité, la compassion, l'humanité, l'harmonie et la réconciliation. Et aussi pour revenir à la question que Isabelle m'a posée, pourquoi Ubuntu parle un peu de la réconciliation? C'est parce que Ubuntu, c'est une réponse à la souffrance humaine. Il y a cette dignité que Ubuntu ramène, qu'une personne n'est pas une personne par rapport à son diagnostic, mais une personne est une personne uniquement parce qu'elle est une personne. Et cette dignité, elle reste en dépit des difficultés socio-économiques, psychologiques, sociales, spirituelles et sur tous les plans. Donc, et c'est vraiment une réponse à cette souffrance dont nous recherchons, nous, médecins, où des fois on est limité par rapport à cet aspect, à la médicalisation, mais où la personne pourrait retrouver sa dignité en dépit de euh, euh, toutes les difficultés, soit liées à la maladie, soit à l'aspect socio-économique. Et aussi, Ubuntu, c'est une justice sociale par rapport à la personne et la maladie, où on est maintenant focalisé à pouvoir traiter mieux la personne que de traiter la maladie, parce qu'on peut traiter la maladie sans traiter la personne. Mais si on traite la personne, on pourrait aussi traiter la maladie en même temps. Il y a aussi ces systèmes de protection sociale, parce que c'est important. La maladie, je m'excuse, la maladie, dans notre contexte, dénude souvent, met à nu souvent le patient. Et il est important de pouvoir rhabiller encore le patient. Parce que pour la meilleure façon, c'est que Ubuntu amène cette protection sociale, cet engagement communautaire, réengage encore la communauté vis-à-vis de la vulnérabilité. Et à ce moment, la personne se sent moins nue, se sent moins vulnérable et se sent moins humaine vis-à-vis de là. Et aussi, Ubuntu, c'est un moyen rentable d'améliorer les résultats des soins parce qu'elle contextualise. Elle contextualise, comme je l'ai dit, dans cette souffrance distance qui est la girafe, où les patients veulent, où les familles veulent amener leurs patients qui est en fin de vie à plusieurs endroits. On leur explique que du point de vue financier, ce n'est pas le meilleur endroit où il faut investir, qu'il faut investir peut-être psychologiquement, dans les counseling et spirituellement. Et c'est important de pouvoir contextualiser. Plus on contextualise les soins palliatifs, plus ça devient rentable par rapport aux patients, mais aussi par rapport à la communauté. Mais aussi cet aspect de réconciliation où on a besoin vraiment de décoloniser les systèmes de santé ou l'hôpital en soi et les systèmes de santé, c'est vraiment vient d'une époque et d'une histoire vraiment de la décolonisation. Et on a vraiment besoin de décoloniser cette partie pour essayer un peu de réconcilier où la communauté, où les personnes pourront se sentir que l'hôpital n'est pas simplement un endroit où la maladie est mise en valeur, mais c'est surtout où la personne est mise en valeur. Je pourrais terminer par une conclusion simple, mais pas simpliste.
c'est je me sens nu, mais pas honteux. C'est un proverbe que j'ai écrit dans mon livre en ayant visité cette patiente. Comme vous savez, le Rwanda, c'est un pays des mille collines. Donc, des fois, nous allons très haut pour aller voir les patients au bout de la colline et des fois, nous descendons au niveau de la vallée. Donc, on était parti avec cette infirmière et on a trouvé cette patiente, Clémentine, qui dormait au ras du sol et qui n'avait rien. Et la première chose que nous avons fait, c'est d'abord d'acheter ces matelas que vous venez de voir. Et nous avons acheté aussi euh, cette couverture et nous avons acheté des draps et nous l'avons mis confortable. Nous avons acheté aussi des pampers. C'est une patiente qui était VIH, VIH-Sida et qui était au stade terminal. Et si elle avait un cancer du col, qui était aussi au stade terminal et au stade 4. Et au milieu, comme vous pouvez voir, entre les jambes de l'infirmière, il y avait la morphine sirop que nous avons amenée. Et elle habitait une petite maison où la porte était la fenêtre et la fenêtre était la porte. Et c'était un moment vraiment très difficile parce qu'arrivé au bout de la colline et que quand nous avons soigné, il n'y avait pas de salon, il n'y avait rien, c'était une seule pièce. Il n'y avait même pas de chaise. Et voir son état où elle était seule, elle était prise en charge par la communauté parce que son mari devait aller travailler tous les jours pour presque 1 euro par jour. Et nous étions là et là, je sentis un coup de fatigue parce que tellement elle était dans les besoins, tellement avec la réalité, tellement avec les perceptions de soins palliatifs, avec les difficultés. Et je me suis assis par terre parce qu'il n'y avait pas de chaise et j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire ce petit bout de poème que j'ai appelé Je me sens nu, mais pas honteux. Je me sens nu quand je vois des patients mourir encore d'une douleur horrible dans les hôpitaux et à la maison parce qu'ils n'ont pas accès à des opiacés puissants. Je me sens nu quand je vois mes collègues avoir peur de prescrire une simple dose de morphine pour soulager la souffrance des patients à cause des mythes. Je me sens nu quand les gens m'appellent fossoyeur parce qu'ils se demandent pourquoi je m'occupe de ceux qui sont déjà condamnés. Je me sens nu quand je vois la souffrance des familles et des soignants impuissants et sans espoir de soutenir leurs patients comme ils le souhaiteraient. Je me sens nu lorsque je visite des patients et des familles et que je vois ces douleurs sociales, psychologiques et spirituelles. Je me sens nu quand la dignité et la valeur des patients sont vues à travers les prismes de leur maladie, mais pas de leur humanité. Je me sens nu quand je vois que l'accès aux soins palliatifs dépend de la localisation géographique, non de la localisation de l'être humain. Je me sens nu quand l'iniquité, l'inégalité, l'injustice sociale et la culture du moi l'emportent sur les liens entre les peuples et la diversité. Je me sens nu quand les gens sont heureux de publier, de donner des pays en voie de développement, mais moins désireux de soutenir ces pays. Je me sens nu et triste lorsque des collègues des pays développés affirment ce que vous faites, ce n'est pas les soins palliatifs. Ils se concentrent uniquement sur la comparaison, pas sur la réalité des efforts compatissants pour soutenir le patient et les familles avec des ressources limitées. Je me sens nu lorsque je lis des expressions de gratitude, de satisfaction, d'espoir et de vie dans les yeux de mes patients et de leurs familles, simplement parce que nous sommes là. Mais je ne suis pas honteux. Non, je ne suis pas honteux. Parce que nous ne sommes pas rédevables à la haine, à la culpabilité, à la peur, à la mort ou à la stigmatisation, mais à la vie, à l'espoir, à la dignité et à Ubuntu. Je ne suis pas honteux, mesdames et messieurs, parce que je ne peux pas tout faire, mais je dois faire quelque chose. Je ne suis pas honteux. Pourquoi? Parce que je pense que la façon dont les patients meurent peut montrer comment une société vit. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai compris par rapport à ma leçon, par rapport à mon voyage. Voilà, Isabelle, pour répondre à ta question et
Je pense que j'ai répondu. Merci, docteur Christian Dinéral, de cet exposé qui touche au cœur, rempli d'humanité, voilà, enfin, moi, qui m'a beaucoup touchée. On sent la profondeur de votre expérience et du message que vous voulez faire passer. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il touchera l'ensemble des auditeurs de cette vidéo. Est-ce que si quelqu'un, si parmi les personnes qui écoutent cette vidéo, certaines veulent faire un don, veulent apporter quelque chose auprès de votre centre de recherche, comment doit-il procéder? Nous avons un site web qui sera prêt d'ici une semaine. Et sur le site web, il y aura un endroit pour le don. Et si quelqu'un est intéressé de pouvoir faire un don, parce que nous aimerions continuer à faire des recherches, surtout, je suis en train de faire de la recherche sur la philosophie Ubuntu dans les soins palliatifs, de pouvoir montrer quels sont les aspects de cette philosophie qui peuvent ramener ou recontribuer ou reconstruire le sens de l'humanité au niveau dans les soins palliatifs. J'espère que cette recherche pourra contribuer à pas mal de recherches qui sont faites dans le monde par nos collègues pour essayer un peu de redynamiser l'humanité en dépit de toutes les circonstances et les difficultés que nous avons, que nous voyons aujourd'hui, de pouvoir ramener encore dans les soins palliatifs. J'ai une autre question pour vous. Si des personnes souhaitent suivre vos formations ou être inspirées de vos méthodes, est-ce que vous accueillez des personnes auprès de votre centre de recherche dans le Oui, but nous de les former? espérons, oui, nous espérons commencer à, oui, excusez-moi, nous espérons commencer à accueillir d'autres personnes, on espère à partir de l'année prochaine, parce que le centre de recherche africain en fin de vie, comme nous travaillons en réseautage, parce que ce que nous faisons, vraiment, nous aidons les hôpitaux dans l'aspect éducationnel, dans les formations, mais aussi dans les recherches. Et je pense que ça serait une bonne opportunité pour les personnes qui nous visitent de pouvoir comprendre un peu ce réseautage dans lesquels nous travaillons, où nous appuyons beaucoup les hôpitaux et les organisations pour la compréhension de soins palliatifs, mais aussi pour l'introduction de cet aspect socioculturel qui, pour moi, est très, très important dans, dans les dynamismes, mais aussi dans l'essence de l'humanité de soins palliatifs au Rwanda et en Afrique. Votre intervention va être associée à notre journée conférence que l'association Supriniro organise le 10 février 2024 dans le sud de la Gironde sur le thème donc, des soins palliatifs et dont le titre est La vie jusqu'au bout. Je pense que vous êtes en accord avec ce thème-là, avec ce titre-là. Cette journée conférence se déroule puisque l'objet de l'association Supreniro, c'est d'œuvrer en faveur d'une pédagogie innovante de prévention du suicide. Et cette journée conférence va se passer dans le contexte en France d'un projet de loi pour l'aide active à mourir. Et j'ai une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre parce que je sais que les soignants sont souvent mal à l'aise. Ils sont là pour soigner, pour la vie et pas pour faire mourir. Mais lorsque vous avez un patient qui vous demande non pas d'être soulagé, mais de mettre fin à sa vie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Bien. Par mon expérience dans les soins palliatifs au Rwanda, j'ai compris une chose, c'est que la douleur sociale et la douleur émotionnelle est pire que la douleur physique. C'est-à-dire que si émotionnellement et socialement la personne souffre au point où euh, sa décision est de pouvoir dire que ça serait mieux de voir cette option-là. Pour moi, je comprends qu'il y a une douleur sociale et une douleur émotionnelle. Et je l'ai compris parce que avec pas mal de recherches que nous avons fait avec
les personnes rescapées du génocide perpétré contre les Tutsis. Et ça nous a appris à pouvoir beaucoup mettre l'accent sur la prise en charge psychosociale et émotionnelle, qui est vraiment très important. Et je peux dire, sans broncher, que dans les derniers 10 ans où j'ai eu à travailler avec les patients et la famille, en amenant cette dignité, cette humanité et cet aspect socio-culturel qui pour moi je trouve qui est très important. Je n'ai pas encore rencontré des patients qui m'ont demandé cette option. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la philosophie Ubuntu couvre la nudité que la maladie peut amener chez les patients. Et cet engagement communautaire a permis de pouvoir soulager la souffrance et aussi de pouvoir un peu comprendre aussi les contextes. Parce que pour nous, comme on est une société communautaire, euh, quand il y a souvent, à part, parce que je n'ai jamais pas encore eu de cas dans les soins palliatifs, mais on a souvent eu de cas quand je travaillais où il y avait des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Et souvent, la communauté se remet en question et pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce qui a manqué dans notre approche? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette brèche pour que cette personne prenne cette décision? Et j'ai trouvé cela très formidable parce que quand la société pose la question, la personne est plus stigmatisée. Par contre, on ramène la personne dans la communauté, on lui dit, écoute, tu as une place importante dans la communauté, ton absence va nous tous nous nuire et qu'il est important que tu comprennes que ta place, que tu as une place, tu as un rôle et tu as une responsabilité vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis de la communauté. Et je veux que ça a changé complètement cette approche au niveau du pays où on a vu, bien sûr, c'était normal après les génocides, il y avait pas mal de traumatismes, mais ça a complètement changé pour beaucoup de personnes et on a vu les taux de suicide complètement redescendre. Et l'un des bels exemples que je dis que le gouvernement a fait ici, c'est qu'au Rwanda, il n'y a pas d'orphelinat. C'est que toutes les personnes qui sont restés seuls. Le Rwanda a amené cette idée de reconstruire les familles. Et à partir des familles, les personnes se sont reconstruites. Il y a eu des familles qui se sont réformées. Et même les personnes qui avaient tout perdu, ou tous les membres des familles, ont été approchés dans une famille et ils ont reconstitué une autre famille. Et cela a fait que pour nous, l'idée d'orphelinat dans les concepts même de la société rwandaise où la personne doit faire partie de la communauté, l'orphelinat, c'est quelque chose serait une façon un peu d'isoler la personne et qui peut amener pas mal de difficultés pour les personnes. Donc, je pense que pour moi, comme les soins palliatifs, pour moi, répond à cette question. Et personnellement, je n'ai jamais eu de patients qui m'ont proposé cette option parce que la première chose que nous faisons, c'est d'abord de rendre leur dignité et leur humanité et leur Ubuntu parce que c'est important qu'ils continuent dans cette philosophie d'Ubuntu dans leur propre vie et cela permet à ce que la vie arrive jusqu'au bout parce que la vie, elle n'a pas de limites et la mort n'a plus vraiment sa valeur parce que la vie a été manifestée. Merci. Vous nous avez parlé de votre ouvrage qui va sous peu être publié en langue française. Ça devrait être effectif, je crois, dans le courant de début de l'année, c'est ça? Oui, 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 oui. Je suis sur comme on dit, la ligne droite. Il y a pas mal de corrections, de petites corrections à faire et comme tu le sais, l'essence est très important. Souvent d'une langue à une autre, il faut vraiment trouver des bons sens.
D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de lancer des préventes? Est-ce que si des personnes parmi l'auditoire là est intéressée de réserver, est-ce qu'il peut le faire sur le site peut-être directement sur Acreon? Ah, ça, c'est une très bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Eh ben voilà, l'idée est lancée. Merci, merci pour l'idée. J'y avais pas pensé parce que j'étais tellement occupé à être sûr que la version française garde aussi cette version originale du Oui, livre comme il était écrit et je n'y ai même pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Je pense que je vais travailler avec la personne chargée du social media pour essayer de mettre ça pour que les personnes qui peuvent réserver puissent directement avoir les livres en commande aussi. d'accord. Et En tout, j'espère que si tout va bien, venir en France au mois de juin pour oui, à la Poitiers, conférence à Poitiers pour la conférence de la Société française de soins palliatifs, d'accompagnement et de soins palliatifs, SFAP, oui, la SFAP, oui, oui, pour essayer aussi de parler un peu du livre. Je pense que si j'ai cette opportunité de pouvoir venir, je pense que j'en parlerai. Et je pense que les livres seront là aussi pour les parler avec les participants aussi, bien sûr. avoir des copies signées. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, dès que ce livre sera publié, nous allons, nous, à Suprinero, être informés. Nous diffuserons l'information avec grand plaisir. Je vais te laisser le mot de la fin. Et donc, mais quand même, au préalable, je voulais témoigner que Suprinero te remercie grandement pour ce temps et ce savoir partagé, ce savoir très riche. Merci beaucoup. C'était à la fois très instructif, touchant, émouvant, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à t'écouter. J'espère que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à cette interview. Et je te laisse le mot de la fin. Euh, le mot de la fin, c'est que Ubuntu soit avec vous. Pour moi, c'est ça. Je pense que ça sera le mot de la fin, que ce Ubuntu soit avec vous. Et c'est être orné par rapport à l'autre. Et pour moi, c'est le plus grand message. Et je souhaite que mes confrères et mes consoeurs de France pourront apprendre à partir de cette expérience et que Ubuntu, qui signifie je suis parce que vous êtes. Je pense que si tu n'étais pas là, Isabelle, aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas être là aussi. C'est ce qui fait que la bonté, je peux dire même de cette interview, c'est que je suis là parce que tu es là. Donc pour moi, c'est que Ubuntu soit avec vous. Et nous sommes là parce que le public est là aussi et attentif Euh, à ce que tu as à nous apprendre. Merci Christian. Merci Isabelle.